Bonsoir à tous, donc bienvenue dans Bouillon de vie, le tout premier épisode. L'objectif est d'utiliser un thème et de parler avec plusieurs personnes qui travaillent dans ce thème avec des métiers différents. Donc ce soir on a 4 invités, je vais vous laisser vous présenter. Tu peux commencer. Bonsoir, c'est Florian Arcaro, donc l'invité de Bouillon de vie. Je suis directeur artistique et illustrateur en freelance. Et voilà, je vais raconter un peu mon métier. Ok. Bonjour, moi je m'appelle Alexandre. Je suis tatoueur et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Du coup, moi, c'est un octobule sur les réseaux et je suis artiste créatif. J'essaie de faire évoluer mon art dans tous les domaines possibles, sous toutes les formes. On va dire que j'aime un peu tout faire et merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là. C'est normal. Et François, à toi? Et moi, je suis sculpteur et aussi historien de l'art. J'ai 2 casquettes en réalité. Voilà. Très bien. Et l'objectif de ce podcast, ça va vraiment être de mettre en avant votre curiosité, messieurs, et de poser des questions sur le métier des autres. Donc, Flo, on va commencer déjà par un petit peu savoir ton parcours. Qu'est-ce qui s'est passé? Par quoi t'es passé comme boulot, par idée? Est-ce que t'as toujours su que tu voulais faire ça? Je t'en prie. Alors moi je suis passé par plein de parcours différents. J'ai commencé des études très généralistes et ensuite je me suis orienté sur du design de produits. Donc le design de produits c'était plus pour faire du design automobile. Donc après je suis complètement changé d'univers, ça me plaisait pas du tout le design, je trouvais qu'on faisait beaucoup de blabla pour pas grand chose. Et je suis passé sur autre chose, mais c'est qu'un point de vue, hein. Moi je suis parti sur le graphisme après et la direction artistique. Et c'est là où j'ai pu m'éclater dans un univers plus illustré. Et voilà, donc j'ai fait l'école de la mairie de Paris qui s'appelle l'EPSA, qui nous permettait d'avoir un parcours plus professionnalisant, parce qu'on avait des profs qui étaient tous dans le milieu et on avait des échanges avec la mairie de Paris sur lesquels on les aidait à développer des projets pour, par exemple, l'Euro 2016. On a fait plein de collabs avec eux sur des trucs. Et du coup, c'était plutôt sympathique. Et voilà, donc parcours un peu très différent. Puis mon parcours a été très influencé par mes rencontres et que j'ai pu faire dans ma classe et à l'extérieur. Et voilà. Et du coup, toi, t'as fait aussi direction artistique, Noctambule. C'est ça. Et quoi? Et du coup, non, c'est marrant que tu parlais de design automobile, parce que moi, c'est mon père qui m'a mis dans le dessin très petit, et lui, il est designer automobile aussi. Et du coup, bref, il m'a fait dessiner depuis que je suis petit, puis ensuite, je fais un parcours, je suis allé au lycée. Moi, j'ai que 21 ans, donc Ouais. c'est compliqué, mais donc, je suis allé au lycée, j'ai beaucoup dessiné, j'ai fait une classe art plastique, et ensuite, des études donc de direction artistique que j'ai bientôt fini, j'espère. Après, j'arrête. là, t'es en dernière année, ouais. Ça va aller. Et toi, du coup, comment t'as découvert le tatouage? Je pense un peu comme tout le monde, quoi. Une personne qui est tatouée autour de toi, puis comment dire, c'est un peu bizarre. Bouche à oreille. Non, pas bouche à oreille, les rencontres. Comment on découvre le tatouage? Je sais pas, mais par exemple, tout à l'heure, tu nous parlais de... Parce que moi, je pensais que un tatoueur avait tout le temps en tête la pression de... Ouais. Ce trait-là, il est définitif. Et toi, t'as jamais eu peur de ça? Si, forcément. Les premiers tatouages que tu fais, t'as forcément une pression. Ça va être beaucoup plus chargé en émotions, en stress, que quand t'as l'habitude, en fait, quoi. Il y a un moment où tu t'y habitues et tu vois un peu ce que je veux dire. Tu t'habitues, quoi. Ouais. Là, je crois qu'on est tous tatoués autour de la table. François, toi, c'est quoi ton parcours un petit peu? Non, je ne suis pas. Alors, je suis pas tout à fait autour de la table, mais je ne suis pas tatoué. Je suis peut-être le seul. Alors moi, je suis pas tout à fait sûr que vous ayez envie d'entendre mon parcours en entier parce que c'est absolument interminable. Mais alors moi, j'ai aussi fait une école de la mairie de Paris puisque j'ai fait l'école Boulle pour être formé à la sculpture sur bois. Et pendant ce parcours-là, je me suis mis à mon compte donc comme sculpteur sur bois. Et j'ai aussi passé le concours de l'école normale supérieure de Cachan pour devenir prof de l'enseignement technique. Et donc c'est en faisant ça du coup que je suis devenu historien de l'art et que j'ai passé aussi les concours de l'enseignement. Voilà, donc ça fait un peu beaucoup, c'est un peu bordélique, on va dire, mais à la fin ça fait que du coup en gros j'enseigne l'histoire de la sculpture et je pratique la sculpture. Voilà. Et donc t'as fait combien de temps l'école Boulle? Alors l'école Boulle, j'y suis resté 6 ans. Ce qui est un bon score quand même, hein, puisque du coup j'y suis rentré à 15 ans et on peut faire le pré-bac à Boulle, ce qui est très avantageux quand on veut
très rapidement s'engager dans un métier. Mais on n'a pas tous toujours en tête ce qu'on va faire quand on a 15 ans. Enfin, je sais pas quel était si vous, à 15 ans, vous saviez quel métier vous voulez faire, mais moi, je savais. Mais toi, comment t'as su que tu voulais être sculpteur sur bois? Déjà un peu par fuite, je voulais quitter un peu ma ville natale. Et puis je dessinais beaucoup et je trouvais que la sculpture c'était beaucoup trop compliqué. Donc évidemment, comme je trouvais que c'était trop compliqué, j'ai voulu apprendre. Voilà. C'est un peu comme ça que c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Mais en même temps, du coup, on parle de tatouage et évidemment, moi, ça me semble complètement impossible. Donc évidemment, je vais demander une formation là. Une formation, c'est-à-dire Une formation de tatouage? Bah oui. Bah Toi, oui, t'as non, toujours mais su que tu voulais être tatoueur? Bah, c'est-à-dire que à la base, on va dire que c'est à partir du collège où je me suis dit bon, le dessin, c'est quelque chose qui est important pour moi, j'ai envie d'en faire mon métier. Mais c'est pas le tatouage qui est venu en premier, c'était plus l'illustration, le dessin animé, voilà, ce qui était touché un peu au graphisme, ça m'a toujours intéressé. Mais à l'époque, le tatouage pour moi c'était quelque chose qui n'était pas présent, tu vois, dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais pas de personne autour de moi qui était tatouée, je connaissais pas de tatoueur. C'était passé par la télé, internet, des choses comme ça, quoi. Donc c'était assez éloigné, donc au final c'était compliqué de se dire ah ça va être un objectif de vie, ça va être le métier que je vais faire après. Donc c'était plus un fantasme, quoi. Ça a toujours été présent, mais pas comme un... Pardon. Et est-ce que tu as On suivi une ouvre les signes formation? derrière la vitre, Bah, qu'il du faut coup, vous rapprocher des micros. ouais. Pardon. Ouais, du coup, c'est ce qui se passe dans le tatouage en général. Il n'y a pas d'école, comment dire, En autodidacte. pas autodidacte, c'est un apprentissage, mais qui est pas, tu vois, t'as pas un diplôme à la fin en fait, quoi. C'est-à-dire que tu vas aller dans un salon, tu vas arriver avec ton book, présenter tout ce qu'on peut te demander, ce qui est le plus important en fait quand tu débutes dans le tatouage. On te demande déjà des tatouages? Non, du tout. Non, du coup, mais des on dessins. te demande un bon niveau de dessin, quoi. Vraiment être assez large, être capable de dessiner tout et n'importe quoi, genre. Et après, si le niveau est là et que ça match avec le tatoueur, tu vois, que tu allé voir dans la boutique, là il te prend en apprentissage et du coup c'est une formation de 1 à 2 ans où voilà, tu apprends le tatouage, quoi. Donc ça passe par réadapter le dessin. Quand tu viens d'un univers où tu dis bon, je veux faire de l'illustration, du graphisme, c'est totalement différent que tu vois, la finalité c'est une feuille, un bouquin, une couverture comme ça. Quand tu joues sur la peau, tout de suite il y a d'autres choses qui rentrent en compte et c'est là où c'est important de faire un bon apprentissage, c'est de faire cette transition là, quoi. Parce que moi, je te dis ça parce que mon coloc, je suis dans une coloc et mon coloc là, il est en train d'apprendre le tatouage. Ok. Alors lui, rien à foutre. Ouais. C'est tout le monde dans le canapé et il tatoue tout le monde. Et il s'en sort plutôt pas mal. Et du coup, voilà, quel différent parcours. Mais il Ouais. veut passer apparemment, il y a un brevet de. Tu sais, de. La licence de Pour, sanitaire? Sanitaire, voilà, Ouais. exactement. Il veut passer ça quand même. Mais, Ouais. voilà. Bah ça c'est important après. Et il tatoue avec quoi? Il tatoue avec un pen, là, avec une batterie. Ah oui, ouais. C'est pas la machine avec le fil et tout. Il Ouais, va ouais. balader partout. Ouais, c'est assez marrant comme. T'as pas l'impression que c'est du tatou, quoi. Tu sais, Ouais, tu ouais, vois t'as l'impression que ça fait t'écris pas de comme ça. bruit, y a pas de fil, y a rien. Il est en train de dessiner, c'est un gros marqueur ou quoi, mais ouais, non. C'est plus simple. Tu commences en soirée, toi aussi, non? Ouais, bah ouais. J'ai commencé aux Beaux-Arts parce que j'ai fait les Beaux-Arts de Lyon, du coup. Ok, J'ai t'es fait, lyonnais à la base? Non, du tout. Moi, je suis. En fait, Florian, on se connaît depuis la prépa. On a Et fait puis, toute l'intégration pour les écoles d'art ensemble. Ok. Ouais. Et après, on est parti un peu dans l'autre direction. Donc, il est resté à l'EPSA. Ouais. Et moi, je suis parti, j'ai fait Bruxelles en illustration. Parce que l'objectif à la base, c'était ça, c'était faire de l'ILU. Pardon. Et c'était faire de l'ILU. Et j'ai fait. L'école m'a pas plu en soi, c'était Saint-Luc. Du coup, je vais arrêter, je travaille dans d'autres choses. Je faisais de petit taf alimentaire. La bricole. Voilà, c'est ça. C'était cool. Et puis après, l'année d'après, j'ai fait les Beaux-Arts de Lyon. Et c'est là-bas que j'ai acheté ma première machine, quoi. Donc, Et tes parents ont réagi comment, toi, quand t'as dit que t'étais tatoueur? Bah, je suis pas arrivé du jour au lendemain en disant que j'étais tatoueur. C'était plus là, c'est le projet, quoi. J'ai envie de me lancer là-dedans. Voilà. Ils m'ont soutenu, hein, ils ont pas été, ils ont pas d'a priori vis-à-vis de ça, quoi. J'ai Ok. tatoué ma grand-mère, par exemple. Ok, t'as tatoué ta grand-mère? Ouais, c'était C'est cool. fou. Ouais. Et non, ouais, ils ont ce truc tant que je suis content dans ce que je fais, que je le fais bien, sérieusement. Enfin, voilà. Eux,
plus, ce qui leur importe, c'est que j'ai un toit et Ouais, c'est ça. que je mange tout Oui. seul. Je suis t'épanouis. indépendant, quoi. Je vois pas un poids. Toi, du Carrément. coup, ça t'est venu comment de savoir, de passer de faire un petit peu de graphisme à devenir illustrateur? Mais je crois qu'on est tous partis de la même passion ici autour de la table, c'est le dessin. Et en fait, à un moment, le dessin, c'est soit tu l'exprimes de différentes manières et tu choisis ta manière à toi. Et moi, ma manière à moi, c'était sur des grands formats. Donc, je suis peintre muraliste aussi. Toi, tu fais du graffiti. Et du coup, voilà. Et du coup, c'est un peu le même taf, c'est de faire de se faire voir un peu dans la rue, mais à sa manière. Moi, c'est plus l'illustration. Et l'illustration, le dessin, la typo. Toi, c'est sur la typo, je sais pas exactement, j'ai pas vu ton travail. Ouais, moi je fais des persos principalement, la typo c'est Des ma vie. persos Genre, Ok. je suis passé par la typo avec les blazes et tout ça, et donc faire des lettrages, mais très vite les personnages, ouais. Ouais, tu mets quand même de la typo des fois, enfin, tu mets du lettrage. Ouais, non, ça peut m'arriver, c'est pour faire peut-être passer des messages ou écrire un truc, ou selon l'idée en fait, et la volonté, et l'envie et la détermination, parce que la typo, Ouais. je trouve ça plus compliqué, une typo sur mur, à Ouais, c'est faire un une belle peu, typo. Et c'est là aussi tout le travail. Moi, par exemple, avant de passer sur le mur directement, je fais tout un travail de recherche, enfin, où je fais mon croquis, etc. Et c'est vrai que le travail typographique, c'est beaucoup plus attardé, beaucoup plus long. C'est un truc, vraiment, j'essaie de prendre soin parce que c'est ce qui peut faire te faire démarquer des autres, carrément. Donc, Moi, juste une petite question pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est la typographie en fait c'est concrètement? le travail des lettres. C'est typiquement, c'est comme dans les journaux, quand tu as un titre, un gros titre, les magazines aussi, c'est là où Moi, je dirais ton que œil c'est va s'arrêter dessus, l'écriture. quoi. C'est la police, C'est quoi. l'écriture, ouais. En gros, ce Ouais. qu'on appelle la police d'écriture quand on est un moldu. Ouais, c'est ça, voilà, un peu c'est l'idée. ça. Exactement. Ok. Et toi, François, ça a commencé par le dessin aussi Ah, ça a complètement commencé par le dessin. L'anecdote est vraiment pourrie, mais assez drôle. C'est que j'avais pas les joues assez musclées, donc j'allais chez une orthophoniste qui était en haut de la rue de chez mes parents, et elle accrochait des portraits de ses patients qu'elle faisait au mur. Parce qu'elle dessinait extrêmement bien, elle dessinait ses patients. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant, et je lui ai demandé de m'apprendre. Et donc du coup, voilà, j'allais entre ces rendez-vous, elle m'apprenait à dessiner, et c'est en effet exactement comme ça que c'est venu. Du coup après, bah voilà, à l'école, bah, je passais mon temps à dessiner. Enfin bon, je voulais faire. Enfin bon, de toute façon, l'école, ça ennuie prodigieusement. Donc du coup, à l'école, je passais mon temps à dessiner, et c'est pour ça qu'en effet, je me suis dit à la fin de la troisième que bon bah fallait faire quelque chose, quoi, fallait s'orienter quelque part. Et j'ai pas attendu, je me suis dit allez hop, direct une école d'art, et puis au pire je me réorienterai si ça va pas, mais j'avais plus la patience, il fallait que je le fasse, quoi, il fallait que je puisse le faire tous les jours. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui est peut-être commun à tous, mais du coup j'ai aussi un peu perdu le dessin plaisir, puisque du coup maintenant je ne le pratique plus que pour le métier, et maintenant je dessine beaucoup moins pour le plaisir que ce que je faisais avant. Mais ça, je sais pas si c'est quelque chose qui vous est commun. C'est votre cas aussi? Pas spécialement, mais c'est vrai que de temps en temps, je le fais pour du taf et que bah, pendant quelques semaines, enfin une semaine ou deux, après généralement si c'était intensif, bah, je m'arrête un petit peu, mais même pour mon plaisir à moi, j'en ai besoin, donc on va dire que je dessine pas ce que je vois comme avant pour pratiquer, pour apprendre à dessiner, mais je me lâche plus dans la créa ou des choses comme ça, quoi. Parce que Donc, toi, c'est du coup, toujours t'as un des petit commandes? kiff. Ouais, j'ai des commandes où bah, quand maintenant tu as beaucoup de travail sur les réseaux sociaux, donc tu es obligé de publier si tu veux te faire voir et avoir des commandes, justement. Tu es obligé du coup de mettre dans un travail plus assidu et te lâcher créativement tout le temps. Donc si tu te renouvelles pas, en fait, ça passe par la pratique, quoi. Donc tu es obligé de pratiquer, même si c'est pas régulier, l'être plus ou moins quand même, c'est important. Voilà. Parce que toi, du coup, l'avantage, et en même temps, ce qui est compliqué, c'est que t'as pas de cahier des charges quand tu travailles. T'as pas de commande. Ou tu t'en Bah, imposes ça un. dépend, j'ai fait du graffiti, mais je ne me limite pas qu'à ça, quoi. D'ailleurs, en fait, j'ai fait beaucoup de graffiti, puis ensuite c'est en déclin, et je m'oriente de plus en plus vers un truc. Parce que là, tout à l'heure, tu nous parlais du vernissage où tu étais ce matin, du coup, c'était. T'as fait une fresque ou t'as exposé tes. Non, j'ai exposé des œuvres là-bas. Ouais. Donc en fait, c'est ça, je fais un peu. En fait, je m'ennuie très très vite, donc j'ai besoin de faire vraiment plein de trucs. Et en termes de sensations, le graffiti, ça reste un truc assez ouf, quoi, en termes d'adrénaline. Et du coup, voilà, c'était plus pour aller chercher l'adrénaline et la bonne pression, et aussi faire ce que je veux et m'en foutre des règles, quoi. Et est-ce que tu te vois en faire Rebelle. quelque chose de professionnel de ça? Bah, en fait, on peut pas en faire quelque chose de professionnel. On peut faire quelque chose de professionnel avec le graffiti parce qu'il y a le graffiti genre fresque murale, et puis ensuite t'as le vandal.
Donc moi, quand je parle de graffiti, je vais parler du coup du vandalisme. Et en fait, dans le vandal, bah, c'est compliqué. À moins que tu aies vraiment un gros nom et que tu aies dédié ta vie à ça. Et là, tu peux peut-être être approché par, disons, des marques de graffiti qui vont te sponsoriser, te faire de la pub. Et peut-être que tu peux décrocher quelques partenariats et en vivre. Mais sans quoi, à cette heure-ci, je connais peut-être 4 noms qui en vivent, quoi. Du graffiti vandal, hein, après, parce que le graffiti, c'est en train de se démocratiser. Et du coup, ça devient à la mode, et donc il y a des commandes qui se font, et ça devient de plus en plus populaire. Ouais, c'est vrai que c'est un milieu qui est chaud quand même. Enfin, qui est chaud dans le sens où vous n'êtes pas beaucoup à être connus vraiment. Enfin, tu vois, il y en a vraiment qui sont reconnus par des marques, qui sont exploités pour des marques. Enfin, il y en a une dizaine, quoi. Un peu comme tous les milieux. Ouais, c'est ça, mais notamment celui-là où c'est vraiment un peu... Mais ça va arriver, parce que tu regardes Balenciaga. Balenciaga, là, ils ont lancé une campagne de pub, c'est un tag. Donc je pense que ça va se démocratiser forcément à un moment, et puis voilà, ce sera la vie. Ouais. On arrêtera, on fera autre chose. C'était pas eux qui s'étaient fait taguer Ouais, la façade par... Kidult. ouais, c'est ça, Ouais. avec les extincteurs. Ouais, très bon, ouais. C'était un petit retour des choses, quoi, au final. Ouais, c'est ça. Ouais, il s'est vengé, mais ça fait longtemps qu'il l'a fait, lui. Il l'a fait sur Dior, il l'a fait sur une boutique de Kanye West, je crois, qui a dit qu'il trouvait ça charmé avec Kanye Qui ça West. Ouais. Kidult, ça s'appelle. Kidult, Ouais, comment c'est t'écris ça? un artiste K-I-D-U-L-T. En fait, c'est l'abréviation de adulte et Ok. Kidult. Ah. C'est Très vrai qu'il a chouette. pas le temps, il arrive avec J'ai- un extincteur Ouais. qui est rempli de peinture, et il t'envoie des giclées, mais qui vont à 10 mètres de haut, quoi, c'est incroyable. T'éclates Et- une façade. Et en plein jour en plus, quoi. Ouais, plein jour. Après, il a tout un autre taf aussi qui est, par exemple, il a prendre des affiches, il a piqué des affiches dans genre les affiches de publicité, quoi. Alors disons Dior, les mannequins Dior, tout ça, et il va les détourner en leur achetant des masques à gaz, des brassards nazis et tout ça, et il les remet dans la rue ensuite, incognito. Ouais, c'est deux côtés de son taf. Mais ouais, sinon il bousille des vitrines principalement. Ok. Toi, du coup, François, c'est quoi ton genre de client? Par exemple, comment est-ce que tu travailles? Comment ça se passe? Alors moi, pour le coup, c'est beaucoup plus procédurier que ça. Je ne défonce pas de vitrine, je ne défonce pas de clients non plus, à vrai dire. Non, moi, j'avoue que ça passe par le schéma artisanal beaucoup plus classique. Après, le truc, c'est que j'ai un peu dans mon activité sculpture, j'ai un peu deux penchants, qui est l'activité de création que je cache. Voilà, je suis un grand timide que je ne vends pas, que je cache pour moi, et qu'un jour je montrerai si j'en suis non pas satisfait, mais en tout cas si j'estime que c'est montrable. Et sinon, autrement, je travaille sur commande. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont entendu parler de moi et qui viennent me voir pour me dire, bah écoutez, j'ai envie d'avoir un cheval en bronze de 2 mètres par 3 au milieu de mon jardin, est-ce que vous pouvez me le faire? Donc du coup, moi, je vais leur dire, bah oui, ça te coûtera 150 000 euros et ça prendra 6 mois. Voilà, c'est un peu le genre de choses auxquelles je peux répondre, que ce soit pour de la restauration, de la copie, ou voilà, selon les goûts des clients. Par contre, la partie vraiment créa, ça passerait plus par des galeries. Mais du coup, pareil, là, c'est des voies aussi très officielles qui sont celles du marché de l'art d'une certaine manière. Donc, on n'est pas du tout là. Je découvre complètement cet artiste là qui fait ses graphes là. C'est assez incroyable. Hein. Oui, c'est pas du tout aussi intrusif entre guillemets. Moi, c'est beaucoup plus officiel. Et du coup, il me semble que tu as un moment bossé à Versailles, par exemple. Bah oui, alors par exemple, pour un truc comme ça, c'était ça passe par alors quand on travaille pour l'État, c'est un peu particulier, c'est que ça passe carrément par ce qu'on appelle les appels d'offres. Donc en fait, l'État, à partir d'un certain montant de marché, à partir d'un certain prix de marché, est obligé de soumettre à la concurrence les marchés. Et donc on est plein d'entreprises à répondre avec des énormes documents de mémoire technique, etc. Enfin, c'est très fastidieux, avec des devis, des plannings, etc. Et donc ensuite il y a un jury qui se réunit et qui choisit avec qui on va traiter. Et donc du coup, bah, là l'année dernière, j'ai eu la chance avec un collègue qui s'appelle Charles Bounois, qui est sculpteur aussi, de travailler pendant 1 an pour le château, et on a entièrement resculpté tout le décor d'une pièce du château. Mais là encore, c'est particulièrement administratif et procédurier, et je dois dire que je m'en passerais bien, à vrai dire, de tout cet administratif-là. Ça éloigne beaucoup, à vrai dire, justement, du dessin et de la dimension un minimum technique ou artistique de nos métiers, quoi.
D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de normes sanitaires pour le tatouage. Je suppose qu'il y a peut-être un peu le même genre de choses dans le métier des autres invités. Il y a des fois, on peut pas trop échapper à l'administratif et c'est. On n'est pas formé pour ça, à vrai dire. Du coup. Ah pardon, t'as pas entendu? Si. Qu'est-ce que t'entends par administratif du coup? Parce que comme tu dis que ça... Bah, les fiches de paie, les impôts, la comptabilité, quoi. les déclarations, les assurances, toutes ces choses-là qu'on est obligé de gérer alors que c'est pas du tout notre métier, quoi. C'est souvent un gros problème. Toi, je sais pas, vu que c'est des appels d'offres, du coup, t'as pas à négocier les prix, etc. Donc, t'as tout qui est déjà conclu à ce niveau-là. Mais c'est vrai que l'administratif, en tout cas pour la direction artistique, je sais pas si tu es en plein dedans, mais si t'es en freelance, c'est une vraie tannée parce que les mecs passent leur temps à négocier et c'est 15 échanges de mails, mais sur même plus, hein, des fois c'est une trentaine avant d'avoir un prix, un truc. Et ça te prend, allez, tu vas passer 2 semaines à réaliser et lui il va passer une semaine à négocier son truc, donc c'est un tiers de ton temps, quoi. Ouais, puis il y a aussi les dimensions. Pardon. Non, je dis que c'est l'enfer. Ouais. Voilà, ouais. Puis il y a les dimensions aussi où, par exemple, le métier de DA, c'est ce que je connais mieux que la sculpture. Désolé François, mais t'as le côté où, par exemple, on voit souvent des annonces où un DA va être payé 415 € la journée. Donc tu dis, ok, bah, ça va, tranquille, tu bosses 3 jours et t'es chill, tu vois. Mais après, t'es taxé 25%. Ouais. Et en plus de ça, t'as des charges. En plus de ça, t'as énormément de choses. Toi, tu trouves que c'est compliqué comme statut, le freelance? Alors, c'est pas compliqué si t'es rodé. Enfin, tu vas mettre un moment à trouver ça simple. Mais c'est compliqué au début et ça le reste quand même à des moments. Pendant longtemps après, quand même, t'as toujours des phases où il faut se faire voir et négocier, quoi. Mais c'est vrai que quand tu commences à être habitué, dans tes factures, tu vas remettre les mêmes trucs. Tu commences à savoir que les logiciels, il faut les inclure. Il y a certains coûts aussi de matériel, etc. Enfin, tu commences à inclure des choses dans tes devis et tu es beaucoup moins dans le flou. Tu es assez précis et du coup aussi les clients aiment bien ça. Et il n'y a pas de formation de ça? Bah non, je trouve ça dommage, c'est qu'en cours on t'en parle un peu, mais pas assez, quoi. On te prépare plus à être salarié, CDI, contrat, que à être en indépendant. Moi j'ai eu des cours à l'école, mais genre pendant peut-être tout un semestre, j'ai rien écouté. Puis le jour... T'as eu des cours sur les factures à notre école, là? Ouais, j'ai eu des cours, j'ai une nana qui était archi gentille en plus, mais j'avoue, j'étais trop concentré sur autre chose et j'ai rien écouté. Sur les dessins, avant d'aliser les tables. Je faisais autre chose. Pas les tables, j'ai pas mal tapé les tables à l'école. Ouais. Faut bien s'occuper. Mais non, pour le coup, moi, j'apprends chaque jour, en fait, comme c'est tout récent pour moi. Ça fait quoi? J'ai le statut d'auto-entrepreneur, ça doit faire 1 an maintenant. Donc, c'est à chaque contrat ou à chaque truc que j'arrive à gratter, il y a des trucs dont je me rends compte. Ouais, et donc, ça me fait apprendre. Je sais pas, là, tu viens de me dire les logiciels. Je me dis, mais oui, je devrais mettre les logiciels. Mais voilà, c'est des trucs à la con. Mais même le client, il se dit, mais il est sérieux et tout, il met toute la liste. Mais il préfère ça, je pense. Par contre, ça m'est déjà arrivé de faire des escroqueries monstres. Sur juste le fait d'être... Allez, t'es pas filmé donc tu... Non, même pas, non, je m'en fous. Moi. Mais sur les factures, dès que j'ai découvert la facture avec le fait que tu pouvais écrire exactement ce que tu fais, j'ai tartiné j'ai raconté, j'ai fait 2 pages de tout ce que j'allais faire. Ok. Pardon. Il y a une 5 personnes. Et ouais, non, du coup, c'est clair que t'es mieux pris au sérieux quand tout est bien détaillé. Mais les logiciels, pour le coup, je l'avais pas celui-là. On pourra se passer des tips après. Ouais, carrément. Et toi, du coup, t'es sous quel statut? Je suis indépendant et voilà. T'es indépendant en freelance, du coup? Freelance, je sais pas si ça peut s'appliquer comme terme, quoi, mais c'est juste, je travaille dans la boutique en tant qu'indépendant, je suis pas salarié. Je reverse juste un pourcentage sur mon chiffre d'affaires, en fait, au patron du salon, quoi. Et t'es dans quel salon? Je suis à Melun, du coup, une boutique... du coup, je suis en transition, là. J'étais à Melun depuis 4 ans, là, à Capsuling Corp, la boutique où j'ai commencé à tatouer, donc avec la personne qui m'a formé. Puis là, je pars vivre à Bayonne en janvier pour travailler aussi là-bas, du coup. Trop bien. Voilà. Dans un salon? Ouais. T'as été accepté dans un salon pour bosser? C'est une amie qui monte sa boutique là-bas et du coup, on se connaît déjà un petit peu tous, donc voilà. On part tous ensemble, on quitte Paris et puis voilà. Je connais pas qui vivra verra, quoi. Ouais. Je pense que ça va être sympa, quoi. Bayonne, c'est incroyable. Ouais. Très belle ville, bien l'ambiance et tout. Ouais, je connais bien Bayonne. Pour les fêtes basses, les fêtes de Bayonne. Moi, le mieux, c'est d'ouvrir la nuit, je pense, tu vois. Ouais. Comme ça, les soirées, tu vas avoir des gens à tatouer. Je sais pas si la viande saoule, c'est la meilleure des clientèles, ça quoi. un peu plus, mais...
J'ai de nouveau une question pour François, parce que tout à l'heure tu parlais de bronze, mais du coup tu sculptes quoi concrètement comme matière? Ma formation de base, c'est le bois. Mais en fait, le bois, c'est le matériau qui est le plus difficile à sculpter. Donc en fait, une fois qu'on sait sculpter sur du bois, on sait sculpter sur à peu près tous les matériaux. Après, tout ce qui est métaux, c'est des techniques un peu différentes, puisque du coup, c'est des techniques de fonte. Et donc là, tu fais ton modèle dans n'importe quel matériau, en terre, en plâtre, etc. On s'en fiche. Et c'est moulé et coulé. Mais ça, c'est vraiment un savoir-faire à part entière, c'est le savoir-faire du fondeur. Moi, je sais pas du tout. Enfin, d'ailleurs, c'est très impressionnant. Une fonte d'un bronze, c'est un truc hallucinant avec le métal en fusion à 1200 degrés. Enfin, le truc, c'est complètement dingue. Les gens sont en tenue de cosmonaute. Mais ça, je regarde faire. C'est la partie un peu magique du métier où tu vois le modèle que tu as fait qui t'échappe complètement et tu vois ce gros truc jaune gluant qui coule et qui est brûlant et qui va devenir ta sculpture. C'est assez flippant. Mais c'est un peu moi, je travaille, je suis toujours obligé de travailler en collaboration. J'ai jamais, je peux quasiment jamais faire une sculpture entièrement seul en fait. Je suis toujours obligé de passer par d'autres, que ce soit des menuisiers, des gens qui préparent les bois, ou des gens qui font les finitions, ou des gens qui font la fonte, la scisure, etc. C'est toujours très en réseau en réalité. C'est super, du coup, tu échanges tout le temps avec d'autres artisans et c'est hyper enrichissant. Bah ça c'est assez chouette. Et puis il y en a certains pour qui c'est assez impressionnant, genre fondeur. Voir une fonte de sculpture, c'est un truc que je vous conseille à tous au moins une fois dans votre vie. En vrai, c'est vraiment très très impressionnant. Tu fais ça sur Même il y a Paris YouTube ou... pour ça si vous voulez en voir, mais c'est très impressionnant. C'est plutôt... ça se passe où, du coup, les ateliers de fonderie Eh ben, alors déjà, il y en a encore un dans Paris, mais sinon les ateliers ils sont plutôt en province. Et en fait, c'est des espèces d'énormes hangars. Et ils ont des grandes fosses creusées au milieu du hangar, et donc ils enterrent les moules au milieu des fosses, et ils ont ce qu'on appelle des creusets, donc qui sont des espèces d'énormes récipients qui font chauffer à peu près à 1200-1400 degrés pour faire fondre le métal. Et ensuite, ils soulèvent les trucs, enfin les récipients de métal en fusion, ils les déplacent et ils les inclinent pour les vider. Enfin, tout se fait au millimètre près. C'est vraiment, c'est délirant. Et surtout, ce qui est encore plus délirant, c'est de se dire que, en fait, pendant l'Antiquité, quand on coulait une sculpture en bronze, et ben en fait, on faisait exactement la même chose, mais sans tous nos outils modernes, l'électronique, etc. Et il y a quelque chose de vraiment fascinant. Enfin, on a l'impression d'assister à une sorte de miracle, quoi. Il y a un truc. Moi, je trouve que c'est toujours ça qui est beau dans les métiers des autres, c'est qu'on a toujours l'impression que ça nous échappe complètement, quoi. Que l'autre est enfin. Nous, on maîtrise un métier où les gens, on a l'impression qu'on est en train que les gens comprennent rien à ce qu'on fait, mais en fait, en même temps, on comprend rien à ce que font les autres non plus. Toujours un pouvoir d'émerveillement qui est assez génial. Okay. Et t'essaies d'être là à chaque fois quand ils vont faire la... Non, malheureusement, je peux pas. Ouais. Malheureusement, mais j'ai assisté à plusieurs, les plus grosses pièces. J'essaye toujours d'aller voir parce que bon, c'est pas pour surveiller la sous-traitance, mais bon, c'est toujours tellement impressionnant que du coup, on a forcément envie d'y être, quoi. Mais c'est assez rare de couler un bronze. Moi, je l'ai fait assez peu. Enfin non, oui, alors évidemment. On l'attendait depuis tout à l'heure, ça a dérapé enfin. Vous avez réussi à me le faire dire. C'est malin. Jeanne, faut que tu reprennes la situation en main là. Ok, pardon, excuse-moi. On coupera pas, je suis désolée, mais. Je plaisante. C'est très fin. C'est très fin. Mais du coup, mais non, mais comment mais regardez, allez sur YouTube et vous verrez des gens couler des bronzes. Vous verrez, c'est très très beau. Il y a des petites compiles. J'ai peur de la recherche là. moi, je voulais savoir quel style de sculpture tu fais. Est-ce que tu réponds à n'importe quelle demande ou est-ce que je sais pas, est-ce que toi, sur le côté, quand tu fais des sculptures plus perso, on va dire, tu as un style précis ou comment ça se passe? Est-ce qu'on peut parler de style en sculpture d'ailleurs? Alors oui, alors précisément oui, en effet, même
quand on commande un truc, les gens sont en mode voilà, oui, je veux du style Louis XIV en gros, ou du style Empire ou un truc comme ça. Mais et oui, en effet, moi quand je fais des choses, j'ai un style bien particulier qui m'est propre, mais que je saurais pas caractériser parce que on sait jamais enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à définir ce que je fais. Enfin, ce sera peut-être d'autres qui le feront, mais moi, j'ai pas de recul là-dessus. Mais en effet, c'est vraiment, notamment quand on fait de la copie, par exemple, le truc qu'on a fait pour Versailles, c'était un truc de style Louis XV. Et donc, on prend tous les exemples de l'époque qui sont contemporains, qui ont été faits par les mêmes personnes, et puis on essaye de comprendre comment ils faisaient, et puis on essaye de refaire comme eux faisaient. Donc ça demande un petit peu c'est là aussi que l'histoire de l'art elle est importante parce que du coup ça nous demande de nous mettre un peu dans la peau des sculpteurs de l'époque et d'essayer d'avoir les mêmes gestes, d'avoir les mêmes techniques, les mêmes pensées, la même manière de penser le volume, la même manière de dessiner. Et c'est un peu un défi intellectuel avant tout. Ok, mais est-ce que du coup tu dois te restreindre en temps pour les outils utilisés? Ou tu fais ça avec des outils modernes quand par exemple tu fais un Louis XV, tu m'as dit? Ouais. C'est avec les outils Alors, modernes, ouais. Tu te mets pas entièrement dans la peau au retour avec un. Ah non, non, en fait, les outils ont très peu évolué. En fait, aujourd'hui, quand on sculpte un morceau de bois, on sculpte avec les mêmes outils. C'est les mêmes types d'outils que ce qu'on utilisait au XVIIIe siècle. Donc, ou même avant d'ailleurs, hein, même au Moyen-Âge, hein, c'était exactement les mêmes outils. Donc, en fait, c'est là aussi que du coup, c'est facile, entre guillemets, de se remettre dans la peau, en tout cas techniquement, d'un sculpteur du Moyen-Âge, par exemple. C'est qu'en fait, concrètement, on n'a pas changé l'outil de production. On a les mêmes établis, on a les mêmes techniques de serrage, les mêmes techniques de collage. On a donc. Vous avez aussi les mêmes blouses de sculpture? Oui, alors. Parce que la première fois qu'on s'est exactement. rencontrés, c'était à l'école Boulle. Du coup, toi, t'avais 15 ans, moi, je devais en avoir 16. Et il était derrière son établi et ils ont des robes, mais c'est vraiment des robes, quoi. Des espèces de grandes robes avec des cannelures blanches et des très grandes manches. Et ça non plus, ça n'a pas changé. Vous êtes les seuls à avoir encore ça, d'ailleurs. T'es gentil d'appeler ça une robe parce que franchement, on dirait vraiment des sacs à pommes de terre. C'est ignoble. Soyons tout à fait francs, c'était beaucoup plus des sacs à patates. Mais bon, moi j'ai arrêté de la porter d'ailleurs, je trouvais ça beaucoup trop ridicule. En vrai, ça faisait un petit style. Et tout à l'heure, en parlant de style d'ailleurs, transition, Tada. Je voulais te demander, Flo, Ouais. toi, comment t'as développé ton style? Est-ce que tu t'es inspiré de gens? Comment est-ce que petit à petit t'es arrivé à ton style de maintenant? Alors, il y a plein de trucs. Je pense que c'est un peu comme le travail de François. François. C'est que y a une base un peu d'histoire de l'art, etc. où t'as c'est pas forcément des inspirations, mais c'est plus des connaissances et qui te donnent une culture de base. Puis ensuite, tu développes avec ce qui se fait maintenant et aujourd'hui. Tu vas dans des expos ou plus facile, tu prends des bouquins. Achètes des bouquins, tu te tiens à jour en fait, ou tu te regardes sur des sites, Instagram, voilà, les réseaux sociaux. T'as plein aussi de réseaux sociaux plus pro où tu vois Behance, des trucs comme ça, Pinterest. Où tu vois sans arrêt ce qui se fait dernièrement, ce que font les agences de com en ce moment, et tu vois plein de trucs, quoi. Et du coup, tu te mets à jour sur ton taf, et ça te permet d'avoir cette influence, et ça te permet d'avoir une tendance plus. Là, tu t'appropries le truc, tu fais tes trucs à toi, et en fait, ton cerveau, c'est une machine. Il va piocher dans ce qu'il a vu sans le vouloir, en fait. Tu vas piocher. Moi, je me rends compte des fois que ah merde, j'ai pris ça de ce truc-là, et je peux pas m'en servir. Et ça te fait pas peur, justement? Je sais que moi, quand je dessinais Pinterest, j'essayais de jamais y aller parce que j'avais l'impression que j'allais reproduire. Non, parce qu'après, à j'ai pas la page devant moi quand je travaille. Je fais un travail tout en amont. Je me fais des moodboards, mais c'est plus pour le client, tu vois, par exemple. Ou alors, si c'est pour moi, je me fais un travail en amont. Je regarde beaucoup, mais quand je dessine, j'essaie de pas avoir un truc devant les yeux, sinon c'est impossible de s'en détacher presque. C'est là où tu peux te bloquer carrément dans ta création, donc c'est pas forcément le plus utile, quoi. Toi, du coup, pour le tatouage, t'as développé ton style par rapport à ton dessin ou tu t'es inspiré de tatoueurs? Non, moi l'objectif quand je suis arrivé dans le tatouage, c'était venir avec l'univers que j'avais déjà, qui m'était personnel, et voilà, le retravailler pour coller avec le tatouage. Je pense que je fais la même chose depuis que je commence à dessiner, quoi. Que je sors des vieux carnets de croquis, c'est un peu toujours il n'y a pas de grosses différences avec ce que je fais maintenant aujourd'hui, par progrès technique, les influences qui ont pu un peu comment dire, venir enrichir tout ça.
Mais ouais, ça reste dans la continuité de ce que j'ai toujours fait en fait avec le tatouage. Je suis pas arrivé dans le tatouage en me disant je vais adopter un style comme faire du japonais, du old school et ça va être ça, je vais le bosser quoi. Je me suis dit non, je vais arriver avec moi, ma personnalité, et, le travail que j'avais développé avant et on va voir ce qu'on peut faire avec. Mais quand tu commences le tatouage, en général, t'as un an ou deux où tu retravailles vraiment Les bases. pas les bases, mais ce que tu as sur papier et sur peau, tu te doutes qu'avec le temps, c'est pas la même finalité en fait. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que la peau vieillit, tu perds du détail, il y a des choses que tu peux pas te permettre de faire. Quoi. Donc en fait, tu dois réfléchir voilà, je veux ce que je vais faire dans 30 ans, ce soit toujours lisible, c'est toujours la même gueule. Donc c'est là où ça passe ce travail-là d'adaptation, quoi, au final. Je sais pas si je suis clair. Si, si. Ouais, si. C'est clair, c'était bien. Mais je pense que c'est ce qui se passe à chaque fois que tu découvres un nouveau médium, nouveau médium, quoi. Et les gens avec qui tu travailles aussi, ça t'influence beaucoup. Enfin, je sais que j'aurais pas le même style si j'avais pas rencontré telle ou telle personne. Tu vois, j'aurais pas eu l'idée de faire ça ou de développer tel ou tel médium, comme tu dis. Ouais. Si j'avais pas rencontré tel ou tel individu dans ma vie, genre, typiquement, le parcours, c'est très utile pour ça. Oui, puis il y a aussi, dans un parcours, ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi le côté de... t'apprends ce que tu veux faire et t'apprends ce que tu veux pas faire. Genre l'école où on était dans la même école, moi j'ai fait une alternance. C'est comme ça que j'ai compris que je voulais pas faire ça. À la fin, la cinquième année, t'as moi mangé j'ai fait 5. les 5 ans, pendant les 5 ans, j'ai pas envie de faire ça, quoi. En fait, non. Et c'est aussi important de réaliser que t'as pas envie de faire ça et c'est pas grave. Ah bah, Je rigole, mais je crois que c'est à peu près pareil. Moi, je sais que je finirai jamais dans le graphisme. Ni la DA, peut-être à l'appliquer sur mes projets et tout ça, mais dans le graphisme, tu vois, parce qu'il y a quand même design graphique et communication visuelle. Pareil, la com. Et tu fais du packaging de crème hydratante, quoi. Enfin, il y a des gens c'est ça. qui adorent ça. C'était quoi comme qui école kiffent. où vous étiez, C'est du une coup? école à Paris 15 qui s'appelle Intuitlab. Ouais. Qui est une petite école. Hein. Qui est une bonne école, hein. Mais je pense que c'est vraiment une très bonne école pour les gens qui ont envie de faire ça. Ça a changé. Ça a changé en bien, là. Il y a des nouvelles pédagogies. Il y a une nouvelle pédagogie. Il y a Mikey, la nouvelle directrice. Enfin bon, c'est pas hyper intéressant, mais qui refait la pédagogie. Et il y a vraiment... Je pense que c'est vraiment bien, ouais, pour les gens qui ont envie de faire ça. Moi, ça m'a juste fait comprendre en 5 ans que vraiment, si je me retrouvais à faire des packaging de crème hydratante, j'allais péter un câble Après, très il y a vite. plein de trucs, c'est trop réducteur, tu vois. T'as le branding, Oui, non, mais je t'as dis le ça, mais branding, bien t'as sûr, les bien logos, sûr. T'as la typographie, T'as la justement, dont tu typographie, parlais. Ouais, après, tu sais, il y a plein de phases dans le boulot. Je pense que le truc de packaging crème hydratante, je l'ai fait, tu vois, pour en stage. Mais quand tu travailles, tu fais pas que ça. Et Non, mais c'est bien sûr. genre 1/100 de ce que tu dois faire, tu vois. Mais c'est vrai que tristement, là-dessus... Non, mais c'est 1/100, mais tu vois, c'est vrai que moi, c'est mon ressenti parce que j'ai fait une alternance dans une boîte de packaging cosmétique. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi? Mais Ouais, quelle idée, je suis quelle idée? arrivée. D'ailleurs, anecdote, je suis arrivée le premier jour, j'écoutais un podcast d'Edouard Baird qui disait la première fois que je suis arrivée dans. Parce que lui était comptable, je crois, à la base. Et la première fois qu'il est arrivé dans son bureau comptable, il s'est dit, ok, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et en fait, au moment où il dit cette phrase, j'arrive dans la boîte. Et je vois tout l'open space. Et c'était joli. C'était Instagrammable, tu vois. Tout était joli, terracotta, des petites meufs. Enfin, c'était joli, tu vois. Et vraiment, j'ai entendu ça et j'ai regardé et j'étais, c'est hors de question que je fasse ça, quoi. Ouais. Et c'est pour ça, moi, je pense que c'est aussi important de se tromper et de faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Bien sûr. Et par exemple, François, quand on s'était rencontrés, toi, tu venais de comprendre que c'était la sculpture, mais t'étais encore en train de chercher. T'étais en formation métier d'art, non? Ah bah oui, complètement. Bah, de toute façon, moi, c'est un peu particulier, c'est que je suis surtout venu à Paris pour l'école Boulle. Et après, voilà, quand j'ai intégré l'atelier de sculpture, là, pour le coup, moi, c'est exactement le truc inverse. C'est que quand je suis rentré dans l'atelier, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire et je ferai ça toute ma vie. Et pour l'instant, j'ai pas encore changé mon fusil d'épaule, mais clairement, non, moi, c'était exactement l'inverse. Mais c'est aussi parce que je savais très bien que je pouvais pas. Je savais tout ce que je ne voulais pas faire, être derrière un bureau, toutes ces choses-là. Donc, du coup, il y avait tellement de choses que je voulais pas faire que forcément, ça, tout de suite, ça devenait le truc que je voulais absolument faire. Et puis, je sais pas, il y avait quelque chose de complètement. Les ambiances d'atelier, elles ont toujours quelque chose d'assez fascinant. Et quand on découvre ça, quand on arrive, qu'on a 15 ans et qu'on découvre tout, en fait,
on tombe amoureux, quoi. Et donc, ouais, en effet, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais je rebondis sur un truc, tu t'évoquais Instagram, ça fait plusieurs fois qu'on parle des réseaux sociaux, et justement, je me posais la question, comment, vous, les réseaux sociaux, c'est par ce mode-là que vous trouvez votre clientèle, ou ça passe complètement par autre chose? Non, moi personnellement, en tout cas, ça m'a permis d'avoir des projets plutôt cool et qui sortent justement des sentiers battus où j'ai fait des fresques pour des restaurants, des trucs comme ça, qui m'ont permis Ouais. justement de faire ce que je voulais faire vraiment du métier et de ne pas trop avoir de contraintes au niveau des trucs. Ou alors, c'est des contraintes très cool, quoi. Genre vraiment, on te donne un thème sur lequel dessiner et puis c'est tout, quoi. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a permis de faire ça. Ok. Ouais, bah moi, les réseaux sociaux, je dirais que ouais, pour un premier contact, ça aide. Après, moi, je mets toujours un sorte de point, enfin, ouais, un point d'importance. Ça se dit un point d'importance, un point d'honneur. Un point d'honneur. Ouais. Un point Un d'honneur. point d'importance, c'était À joli. tout de suite, dès que j'ai le premier contact et que la personne a répondu, à vouloir la rencontrer en réel, quoi, en physique. Oui, parce que- physiquement. Qu'est-ce que tu dis, François? Je dis physiquement, pardon. Ouais, physiquement, ouais. Moi, c'est important pour moi, le contact humain, passer outre ce côté un peu Instagram et tout, parce qu'en fait, pour être n'importe qui, hein, t'as un profil. C'est ça qui est intéressant aussi. Mec chelou qui se fait des faux profils. Enfin, je suppose que pour le tatouage, de toute façon, on est obligé de voir la personne Ouais, en vrai à un moment donné, parce Ouais, que bon, c'est le ça. télétatouage, je sais pas si ça existe, mais bon, Mm. c'est sans doute un peu compliqué. Ouais, moi je vois les réseaux sociaux, enfin Instagram en tout cas, parce que c'est aujourd'hui, je pense que dans la création artistique, c'est vraiment le réseau social qui est le plus utilisé, quoi. Facebook, ça n'existe plus, il y a eu des tentatives. TikTok, ça commence à. Il y a Meta là qui. C'est quoi? Meta, c'est le Mais nouveau quoi Facebook en présentiel bizarre, en 3D avec un masque. Ok. Oui, je te conseille de regarder ça un peu. C'est... Super. Ok. Mais du coup, ouais, Instagram, moi je vois plus ça comme un portfolio, quoi. C'est vrai que c'est le premier Ouais, porte c'est d'entrée, ça. c'est une porte d'entrée, quoi, dans l'univers la d'un personne. artiste, quoi. Ouais. Donc, mais après, ouais, c'est vrai que ça passe beaucoup plus en direct, quoi. Les gens viennent à la boutique, on va prendre du temps pour discuter. Comme ça reste un acte qui est pas anodin, les gens ont besoin aussi des fois d'être un peu rassurés, puis voilà, il y a beaucoup d'inconnus, quoi, quand tu connais pas le tatouage au début, quoi. Quand tu rentres dans une boutique pour faire ton premier truc, t'as forcément une foule de questions et d'incertitudes, quoi. Donc c'est passé que par des messages ou par mail, en fait, ça marche pas trop, quoi. Tristement, on arrive à la fin du podcast. Et comme vous avez parlé des réseaux sociaux, on va en profiter. Est-ce que vous avez un réseau social que vous voulez mettre en avant pour que les gens qui ont écouté le podcast jusqu'au bout, si vous êtes encore là, puissent aller voir votre travail? Flo? Ouais, moi c'est Arcaro avec 5 O à la fin. A-R-C-A-R-O, du coup c'est compliqué, mais tu peux taper Elmer sinon, comme l'éléphant. Comment t'écris Elmer? L-M-E-R. Facile, voilà. Elmer, Voilà. finalement. C'est plus mon travail illustré sur les murs, justement. Ok. Bah, moi, ça va être Mad Banana Tattoo. Comment t'écris ça? Mad, la banane folle, en fait, quoi, en anglais. C'est Pourquoi pas. M-A-D. M-A-D, banana, et puis tattoo, du coup. C'est Ok. là-dessus que- non, c'est tout. Toi, c'est 1, le chiffre 1, Noctambule. N-O-C-T-A-M-B-U-L-E. très bien. Et toi, François? Et moi, c'est tout de suite, je me sens d'une banalité folle. Moi, c'est juste Francois-Gilles-Sculpt. Tu vois, c'est genre le truc trop Tiré du haut ou descriptif. du bas? quoi. Non, sculpt comme sculpture, mais en raccourci, quoi. Juste S-C-U-L-P-T. Ok, très bien. Enfin, Bah, LPT, je vous arrête tout de suite. On arrête avec couler des bronzes, tout ça. hein. Je bah, vois c'est- votre humour de. hein. Comme nous. Pas tant de mes perches aussi. Hein. c'est vrai que Matt Banana et François Gilles, tu dis bon, deux salles, deux ambiances. Mais... Ça Très fait bien. idée, hein. Bah, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. C'était Eh ben, chouette. Merci à toi. Merci à toi. C'était un petit peu Merci court beaucoup. au final. Et On va se revoir. on se reverra. Après cette soirée. Et, À la semaine prochaine. Et bah, bonne soirée à tout le monde en tout cas. Merci Ouais. beaucoup. Ciao. Et puis à une prochaine fois sur Bouillon de vie.